3 emplois, 16 heures de travail. Un simple moment de faiblesse a tout bouleversé. Lorsque Zuri s'est endormie sur l'épaule d'un inconnu dans le métro de Séoul, elle était loin d'imaginer que cet homme la chercherait partout dans la ville cette même nuit. Encore moins qu'il s'agirait du prince Lee Jun-ho, héritier de l'un des plus grands empires de Corée. Voici l'histoire d'une simple sieste qui a bouleversé 2 mondes radicalement différents. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos avec des récits qui vous toucheront en plein cœur. La pluie de novembre à Séoul s'abattait lourdement sur les parapluies colorés qui flottaient comme un fleuve dans les rues de Gangnam. Dans la rame de la ligne 2 du métro, Zuri Okonkwo s'agrippait fermement à la barre, les yeux brûlants de fatigue. Il était 23h47 et c'était sa 3e course de la journée. À 23 ans, Zuri avait quitté Lagos, au Nigeria, avec un rêve, étudier la mode à l'Université nationale de Séoul. Sa bourse ne couvrait que les frais de scolarité. Le reste, logement, nourriture, matériel, était financé par des emplois épuisants. Serveuse dans un café le matin, vendeuse dans un magasin de vêtements l'après-midi et plongeuse dans un restaurant coréen le soir. Cette nuit-là, en particulier, avait été terrible. 16 heures debout. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses baskets usées et ses yeux se fermaient d'eux-mêmes, lourds comme du plomb. Le wagon tanguait rythmiquement sur les rails. Le bruit monotone des roues contre le métal était presque hypnotique. Zuri cligna des yeux 1 fois, 2 fois. Au 3e clignement, ses genoux fléchirent légèrement. « Attention !» dit une douce voix masculine en coréen à côté d'elle. Elle sentit une main ferme agripper son coude, l'empêchant de tomber. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit un jeune homme à l'allure impeccable à ses côtés. Cheveux noirs parfaitement coiffés, par-dessus gris à la coupe impeccable, et un regard doux qui la contemplait avec une sincère sollicitude. « Je suis désolé » murmura Zuri en coréen, encore un peu étourdi. « Je suis juste fatigué. Prenez place » dit-il en désignant d'un geste élégant le siège vide à côté de lui. L'orgueil de Zuri faillit la faire refuser, mais ses muscles réclamaient du repos. Elle se redressa, gardant le dos droit, essayant de paraître plus éveillée qu'elle ne l'était réellement. « Un long travail ?» demanda l'étranger, sa voix trahissant un accent qui indiquait une éducation privilégiée. « Tu n'en as aucune idée » répondit Zuri, ses yeux se refermant déjà. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Peut-être des secondes, peut-être des minutes. Mais lorsque l'épuisement l'emporta enfin, sa tête tomba doucement sur le côté, trouvant appui sur quelque chose de doux qui sentait le cèdre et la pluie fraîche. Lee Jun-ho se figea lorsqu'il sentit le poids délicat contre son épaule. Il baissa les yeux et vit les boucles brunes de la jeune femme reposer contre lui, son visage enfin détendu, libéré des rides de tension qui marquaient son front quelques instants auparavant. Juin aurait dû la réveiller. Il aurait dû s'éloigner. Mais la vulnérabilité de cet instant le clouait sur place. Il regardait les saisons défiler dans le reflet de la vitre, remarquant comment la foule autour d'eux les observait discrètement. Certains surpris, d'autres désapprobateurs. Jun-ho était habitué au regard. 3e prince de la famille Lee, propriétaire du groupe Lee, un conglomérat qui contrôlait tout, de l'électronique aux hôtels de luxe, sa vie avait toujours été sous les feux des projecteurs. Mais généralement, on le reconnaissait et on gardait une distance respectueuse. Cette femme, en revanche, n'avait visiblement aucune idée de qui il était. Et il y avait quelque chose de libérateur là-dedans. Elle murmura quelque chose dans son sommeil, un nom qui ressemblait à Amara, et Jun-ho se surprit à sourire. Quand avait-on vu pour la dernière fois quelqu'un se montrer aussi sincèrement indifférent à sa présence? À la station Hongdae, le métro freina brusquement. Zuri se réveilla en sursaut, désorientée, et mit quelques secondes à réaliser où elle était. Lorsque son regard se posa sur l'épaule de l'inconnu, là où sa tête reposait, l'horreur se peignit sur son visage. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'exclama-t-elle en bondissant de son siège, le visage rouge de honte. « Je ne voulais pas, j'étais si fatiguée et... »« Tout va bien !» commença Jun-ho en se levant lui aussi, mais Zuri reculait déjà vers les portes qui s'ouvraient. « Je suis vraiment désolée !»
répéta-t-elle, et avant qu'il puisse dire un autre mot, elle disparut dans la foule sur le quai. Juno resta immobile, la regardant disparaître dans la foule. Son garde du corps, Kim Min-seok, qui avait voyagé discrètement dans une autre calèche, s'approcha rapidement. « Votre Altesse, la voiture vous attend à la sortie sud », dit-il à voix basse. Mais Juno ne bougea pas, les yeux toujours fixés dans la direction où elle avait disparu. Quelque chose en lui, une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant, insistait. Ce ne pouvait pas être la fin de l'histoire. Junho n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Dans son appartement terrasse, surplombant le fleuve Han, il se tenait devant les immenses baies vitrées, observant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. Il ne connaissait pas son nom. Il ignorait où elle habitait et où elle travaillait. Il ne lui restait que l'image de ses yeux fatigués mais déterminés, et ce bref instant de paix où elle dormait contre son épaule. « Tu es ridicule », murmura-t-il pour lui-même, mais malgré tout, il prit son téléphone et appela Min-seok. « Votre Altesse, il est 4 heures du matin », répondit la voix endormie du gardien de sécurité. « Il faut que je retrouve quelqu'un », dit Juno d'une voix ferme. « La femme du métro. Elle est descendue à Hongdae. Elle portait un uniforme de serveuse noire, ou quelque chose comme ça. Elle est différente. Cheveux bouclés, peau mate. Elle doit être étrangère. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Votre Altesse, vous rendez-vous compte que cela sonne ? Je sais que ça paraît bizarre, » l'interrompit Juno, « mais j'ai besoin de la revoir. Essaie juste de trouver où elle travaille. Dans des restaurants ou des cafés du quartier de Hongdae qui emploient du personnel étranger. » Entre-temps, Zuri arriva à son minuscule studio de Mapo à 2 heures du matin. L'appartement était de la taille d'un placard. Littéralement, il ne pouvait contenir qu'un lit simple, un mini-frigo et une étagère. Mais il était à elle. Elle se laissa tomber sur le lit sans même enlever son uniforme, mais le sommeil ne vint pas facilement. Ses pensées revenaient sans cesse à cet instant dans le métro. La honte de s'être endormie sur un inconnu se mêlait à quelque chose de plus complexe, le souvenir de ce sentiment de sécurité même pendant ces quelques minutes. « Tu deviens pathétique, Zuri », dit-elle au petit plafond au-dessus d'elle. « Il a probablement déjà oublié ton existence. » Le lendemain matin, après seulement 4 heures de sommeil, Zuri avait repris son rythme effréné. Café le matin, shopping l'après-midi, restaurant le soir. C'est au restaurant Han's Kitchen, un établissement coréen traditionnel de Hongdae, qu'elle se trouvait maintenant à 20 heures, portant un lourd plateau de plats de kimchi jjigae et de bulgogi. « Table 12 !» cria la propriétaire, Madame Han, une femme de 50 ans au regard perçant mais au cœur tendre depuis la cuisine. Zuri, le plateau en équilibre, se faufila entre les tables bondées. C'était un vendredi soir, et le restaurant grouillait d'étudiants et de travailleurs qui fêtaient la fin de la semaine. Elle s'approchait de la table 12 lorsqu'elle vit qui était assis là. Son cœur s'est arrêté. C'était lui, l'homme du métro. Il portait maintenant une simple chemise blanche et un pantalon foncé. Mais c'était bien lui. Et il la regardait droit dans les yeux, une lueur de soulagement s'illuminant dans ses yeux. Le plateau tremblait entre ses mains. Zuri se figea au milieu du restaurant, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. « Excusez-moi, vous allez rester planté là toute la journée ?» grommela une cliente derrière elle. Le bruit la ramena à la réalité. Les jambes tremblantes, elle s'approcha de la table. « Bonsoir. » Sa voix était étrange, très aiguë. « Que puis-je faire pour vous ?» Juno sourit, et ce fut un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Je t'ai trouvé !» dit-il simplement en anglais cette fois, comme si cela expliquait tout. « Vous, quoi ?» Zuri posa le plateau sur la table à côté d'elle, ses mains tremblant tellement qu'elle ne pouvait pas le tenir correctement. « Je te cherchais », expliqua Juno, passant à un anglais fluide avec un léger accent. Dans tous les restaurants de Hongdae qui emploient du personnel international. C'était le 12e. Zuri cligna des yeux, assimilant les mots. « Vous m'avez cherché ? Dans toute la ville. Pourquoi ? Parce que tu es parti avant même que je puisse connaître ton nom, répondit-il, le visage grave. Et parce que je n'ai pas cessé de penser à toi depuis hier. »
Les joues de Zuri s'empourprèrent. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et remarqua que plusieurs clients observaient la scène avec un intérêt évident. « Je dois travailler », murmura-t-elle d'une voix pressante. « Ma patronne va me tuer si elle me voit parler ici. »« Alors, quand est-ce que tu as fini ?» demanda Juno. « J'attendrai. Tu ne peux pas, c'est... » Zuri secoua la tête, complètement désemparée. « Écoute, j'ai apprécié ta gentillesse d'hier, mais tu n'as aucune obligation. J'ai dormi sur ton épaule. C'était gênant, oublions ça. »« Et si je ne veux pas oublier ?» Sa voix était douce, mais il y avait une intensité dans elle qui fit s'arrêter Zuri. Avant qu'elle puisse répondre, la voix sèche de Madame Anne mit fin à ce moment. « Zuri, la table 8 attend depuis 10 minutes. Je dois y aller, » dit rapidement Zuri en attrapant le plateau et en s'enfuyant pratiquement. Mais pendant le reste de la soirée, elle sentit son regard posé sur elle. Juno commanda plusieurs plats, bien plus qu'une seule personne ne pourrait manger, et resta au restaurant pendant 3 heures, jusqu'au départ du dernier client. Lorsque Zuri eut enfin fini de nettoyer les tables à 23 heures, épuisée et désorientée, elle trouva Juno qui l'attendait à l'extérieur du restaurant, sous la pluie fine qui avait commencé à tomber, sans parapluie. « Tu es trempée » dit-elle en s'approchant avec son propre parapluie. « J'ai dit que j'attendrais » répondit-il avec un sourire. Et à cet instant précis, sous la douce lumière des enseignes lumineuses de Hongdae, tandis que la pluie formait un voile autour d'elle, Zuri comprit que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au cours des semaines suivantes, Juno devint une présence constante dans la vie de Zuri. Il se présentait presque tous les soirs chez Anne's Kitchen, s'asseyant toujours à la même table, commandant toujours des plats différents à goûter, attendant toujours qu'elle ait terminé son service. « Tu sais que les gens commencent à parler, pas vrai ?» dit Zuri un soir, alors qu'ils marchèrent dans les rues illuminées de Hongdae après leur service. On était déjà en décembre, et l'air était glacial. « Laisse-les parler !» répondit Juno, les mains dans les poches de son manteau. Il avait envie de lui prendre la main, mais la distance que Zuri gardait le faisait hésiter. « C'est facile à dire pour vous, » murmura-t-elle. « Vous n'êtes pas l'étranger observé comme un phénomène. » June s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Tu crois que je ne sais pas ce que c'est que d'être observé ?» Sa voix avait un ton étrange, presque amer. Zuri fronça les sourcils. « June, tu es manifestement riche. Tes vêtements coûtent plus de 3 mois de loyer. Tu ne travailles pas, mais tu as toujours de l'argent. Tu n'es pas comme la plupart des gens. Tu n'en as aucune idée, » dit-il doucement. Mais avant que Zuri puisse lui demander ce que cela signifiait, il changea de sujet. « Parle-moi du Nigeria, de ta famille. » C'était une tactique qu'il employait chaque fois que la conversation dérivait vers sa propre vie, la ramener vers elle. Et Zuri, trop fatiguée pour insister, se laissait toujours faire. Ce soir-là, elle a parlé de Lagos, de sa jeune sœur Amara qui voulait devenir médecin, de sa mère qui travaillait comme infirmière et qui avait économisé chaque won pour aider Zuri à venir en Corée. « Elle a fait tellement de sacrifices », dit Zuri, la voix brisée. « Et moi, je suis là à faire la vaisselle et à peine à joindre les 2 bouts. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. »« Tu étudies le stylisme, n'est-ce pas ?» demanda Juno. « Montre-moi ton travail. » Zuri hésita, mais il y avait quelque chose dans sa façon de demander, non pas comme une faveur, mais comme s'il se souciait vraiment d'elle, qui la fit céder. Ils se rendirent dans son minuscule atelier et, pour la première fois, Juno vit son quotidien. L'espace exigu, les vêtements suspendus à des cordes à linge de fortune, les livres empilés sur toutes les surfaces disponibles. Et dans un coin, un mannequin recouvert d'une robe à moitié terminée qui le laissa sans voix. La robe était une fusion parfaite entre les techniques traditionnelles coréennes et les motifs africains vibrants. Un hanbok moderne aux couleurs vives et aux motifs géométriques de l'Ankara nigérian. « Zuri, c'est extraordinaire !» s'approcha Juno, observant chaque détail, chaque point de couture parfait. « C'est mon projet final », expliqua-t-elle en se tenant à côté de lui. « L'idée est de montrer que la beauté n'a pas de frontières, que différentes traditions peuvent coexister et créer quelque chose de nouveau. » Juno se tourna vers elle, et il y avait dans ses yeux quelque chose que Zuri n'avait jamais vu auparavant, une admiration absolue. «
Tu es magnifique, dit-il, et il ne parlait pas seulement de la robe. Dans ce minuscule espace, entouré par les rêves de Zuri matérialisés en tissu et en fil, quelque chose changea entre eux. La distance soigneusement maintenue par Zuri commença à se dissiper. « June, qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle doucement. « Et ne me dis pas que tu n'es qu'un riche, il y a autre chose. La façon dont ces hommes en costume te suivent discrètement. La façon dont les gens te regardent quand ils pensent que je ne les vois pas. » June ferma les yeux, en proie à un conflit intérieur. Il avait repoussé cette conversation pendant des semaines, craignant que la vérité ne la fasse fuir. Mais elle méritait de savoir. « Mon nom complet est Lee Juno », commença-t-il lentement. « Lee est mon nom de famille. Et ma famille, nous possédons le groupe Lee. Mon frère aîné en est le PDG. Mon père est le président. Et moi, il prit une profonde inspiration. Je suis le 3e prince. C'est ainsi que les médias nous appellent. Le silence qui suivit était assourdissant. Zuri le fixa du regard, réfléchissant, reliant les points. « Vous êtes de la famille Lee ?» Sa voix sonnait étrange. « Le groupe Lee qui possède des immeubles partout à Séoul, celui qui finance la moitié des séries télévisées ?»« Oui », répondit simplement June. Zuri recula de 2 pas. « Et tu ne jugeais pas important de le mentionner avant ?» demanda-t-elle d'un ton plus fort. « Tu m'as fait croire que nous étions juste 2 personnes normales. Mais c'est ce que nous sommes, » protesta Junho. « Zuri, je ne te l'ai pas dit parce que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a vu simplement comme Juno. Pas comme le prince Lee, pas comme l'héritier de milliards. Juste moi. Mais tu n'es pas la seule. » Des larmes de frustration brillaient dans les yeux de Zuri. « Tu viens d'un monde complètement différent du mien. Je travaille 16 heures par jour juste pour survivre, et tu n'as probablement jamais eu à te soucier d'argent de ta vie. »« Tu as raison, » dit Juno, la voix brisée. « Je n'ai jamais vécu ça. Mais ça ne veut pas dire que mes problèmes ne sont pas réels. Tu sais pourquoi j'étais dans ce métro ce soir-là? Parce que c'était la première fois depuis des années qu'on me laissait être seul. Pas de sécurité, pas de protocole, pas d'arrière-pensée. Juste moi dans un métro bondé à faire comme si de rien n'était pendant quelques heures. » Il s'approcha et prit doucement ses mains dans les siennes. « Et puis tu t'es endormi sur mon épaule. Et pour la première fois, je me suis senti libre, réel, comme si je pouvais simplement aider une autre personne fatiguée. Et je suis égoïste, Zuri, parce que je ne veux pas que ce sentiment disparaisse. » Les larmes que Zuri retenait ont finalement coulé. « Ça ne peut pas marcher, » murmura-t-elle. « Nous sommes trop différents. » « Ou peut-être, » dit doucement Juno, en essuyant une larme de son visage avec son pouce, « sommes-nous exactement ce dont l'autre a besoin ?» Cette nuit-là, dans un studio minuscule de Mapo, un prince et une étudiante franchirent la ligne invisible qui les séparait. Et lorsque Juno l'embrassa enfin, ce fut avec la terrifiante certitude qu'elle changeait irrémédiablement leur destin à tous deux. L'hiver à Séoul était impitoyable, mais pour Zuri et Juno, ces semaines furent les plus douces de leur vie. Ils avaient instauré une routine secrète. Ils venaient la chercher après son service. Ils dînaient dans de petits restaurants oubliés où personne ne le reconnaîtrait, flânaient dans les ruelles enneigées et discutaient jusqu'à l'aube. Junyo l'a aidé pour son projet de design, utilisant ses relations pour obtenir des tissus rares qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Zuri lui a appris à cuisiner du riz jollof nigérian sur son petit réchaud, riant aux éclats lorsqu'il a raté sa première fournée. « Tu es un prince », le taquina-t-elle en le repoussant du fourneau. « Laisse le roturier s'en occuper. »« Ancien prince », corrigea-t-il en la serrant dans ses bras. « J'ai abdiqué pour suivre une créatrice de mode obstinée. »« Mais tu n'as rien abandonné », dit Zuri en levant les yeux au ciel, mais elle souriait. Mais en réalité, ils le savaient tous les deux. Ce n'était qu'une question de temps. La bombe a explosé un matin de janvier. Zuri était à l'université lorsque son téléphone s'est mis à vibrer sans cesse. Messages de numéros inconnus, notifications Instagram incessantes, afflux d'emails. Les mains tremblantes, elle ouvrit le portail d'actualité que quelqu'un lui avait envoyé. Le titre lui donna l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le prince Lee Jun entretient une romance secrète avec une étudiante étrangère. La photo ci-dessous les montrait tous les deux, prise de loin mais sans équivoque. Junyo embrassant Zuri devant Han's Kitchen. D'autres photos ont suivi.
On les voyait marcher, main dans la main, entrer dans son immeuble, partager un repas dans un petit restaurant. Non, 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 murmura Zuri en faisant défiler l'article. Les mots étaient cruels, chasseur de fortune, opportuniste, inapproprié pour la famille royale des affaires. Les commentaires étaient encore pires. Son téléphone sonna. C'était en juin. Zuri, ne lis pas les commentaires, furent ses premiers mots, d'une voix tendue. S'il te plaît, ne les lis pas. Trop tard, dit-elle d'une voix creuse. June, que faire? Tu ne fais rien, dit-il fermement. Reste chez toi. Je viendrai te voir. Mon équipe s'en occupera. Ah, ton équipe? Zuri rit sans joie. Juno, ils te traitent de chasseur de dot. Ils disent que je me sers de toi. Et je nierai chaque mot, promit Juno. Attendez-moi, s'il vous plaît. Mais avant l'arrivée de June, son père arriva le premier. 3 heures plus tard, Zuri était assise dans le hall de son immeuble lorsqu'une Mercedes noire s'arrêta devant. 2 hommes en costume en descendirent, suivis d'un homme plus âgé à l'allure imposante qu'elle reconnut grâce au magazine. Lee Dong-wook, président du groupe Lee et père de Juno. Madame Okonkwo, dit-il dans un anglais formel, sa voix aussi froide que l'hiver dehors. Nous devons parler. Ils ne sont pas montés à son appartement. Au lieu de cela, Zuri s'est retrouvée sur la banquette arrière de la Mercedes, conduite vers un hôtel 5 étoiles qui, elle le réalisa avec un pincement au cœur, appartenait au groupe Lee. Dans la suite présidentielle, le président servait le thé comme s'il s'agissait d'une conversation civilisée. « Vous semblez être une jeune femme brillante », commença-t-il en s'asseyant en face d'elle. « Alors, je vais être direct. À quel point souhaitez-vous vous éloigner de la vie de mon fils ?» Zuri eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « Désolé, $1 million, poursuivit-il calmement. 2, je peux aussi vous obtenir un transfert dans n'importe quelle école de design au monde. Paris, Milan, New York. Une brillante carrière vous serait garantie. Tu essaies de me corrompre, dit lentement Zuri, la réalité s'imposant à elle. Je propose une solution qui profite aux 2 parties, a-t-il corrigé. Vous obtenez la vie que vous méritez, sans avoir à vous battre. Et mon fils peut suivre son destin sans complication. Le mot complication, cela m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte dans les commentaires en ligne. Je ne veux pas de votre argent, dit Zuri en se levant, les jambes tremblantes mais la voix ferme. Et je ne suis pas un problème. J'aime votre fils. Amour, soupira le président, comme si le mot était naïf. Madame Okonkwo, comprenez-vous que si vous persistez dans cette relation, vous ruinerez la réputation de ma famille? Le cours de l'action de la société a déjà chuté de 3% ce matin. Nos investisseurs sont inquiets et vous serez la proie des médias. Alors peut-être, dit Zuri en ramassant son sac d'une main tremblante, que ton problème vient d'une société qui pense que l'amour doit avoir une certaine apparence. Va de moi. Elle partit avant qu'il puisse répondre, les jambes flageolantes, attendant l'ascenseur. Les larmes lui montèrent aux yeux dès que les portes se refermèrent. Quand elle est arrivée chez elle, Juno l'attendait devant son immeuble, l'air complètement épuisé. Ses yeux étaient rouges et il y avait une tension dans ses épaules qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Mon père est venu vous voir. » Ce n'était pas une question. « Il a offert de l'argent », a simplement déclaré Zuri. « Beaucoup d'argent. » Juno ferma les yeux, la douleur traversant son visage. « J'ai dit que je ne voulais pas, » reprit-elle rapidement. « Mais June, il a raison sur un point. Cela te détruira. Ta famille, ton entreprise, et les gens me haïront. Ils me haïssent déjà. » « Alors qu'ils me haïssent, » dit Juno en prenant ses mains. « Zuri, je m'en fiche. »« Mais ça m'importe, » s'écria-t-elle. « Ça m'importe que ta famille pense que je suis une risée. Ça m'importe que des inconnus sur Internet disent que je me sers de toi. Ça m'importe que chaque photo de nous soit disséquée et jugée. Alors qu'est-ce que tu insinues ?» La voix de Juno était dangereusement basse. Zuri plongea son regard dans le sien, ces mêmes yeux bienveillants qu'il avait observés dans le métro des mois auparavant, et sentit son cœur se briser. « Je veux dire que peut-être, votre père a raison. Peut-être n'appartenons-nous pas au même monde. »« Non !» répondit June en secouant la tête avec véhémence. « Ne le fais pas. Ne les laisse pas gagner. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. » Les larmes coulaient sur le visage de Zuri. « Il s'agit de la réalité.
Tu es un prince, Juno. Et moi, je ne suis qu'une fille qui fait la vaisselle et qui a du mal à payer son loyer. Vous n'êtes pas juste. Rien, s'écria Juno, et pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait vraiment furieux. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu es arrivé seul dans un pays étranger, tu cumules 3 emplois, tu étudies le soir, et tu trouves encore le temps de rêver. Tu es extraordinaire, Zuri. Mais je ne suis pas assez extraordinaire pour leur monde, murmura-t-elle. Le silence qui suivit n'était rompu que par les bruits lointains de la circulation et leur respiration haletante. Alors c'est tout ? Finit par demander Juno, la voix brisée. Vous allez nous abandonner ? Zuri voulait dire non. Elle voulait crier qu'elle se battrait, qu'elle affronterait le monde entier s'il le fallait. Mais en repensant au regard glacial du président, aux commentaires cruels, à la façon dont la vie de Juno serait brisée, « Je crois que je dois le faire », dit-elle, chaque mot lui coûtant un morceau de son âme. Juno resta immobile un long moment, absorbé par ses pensées. Puis, lentement, il sortit quelque chose de sa poche, un petit carnet de croquis qu'il lui avait acheté quelques semaines auparavant. « Tu as oublié ça dans ma voiture », dit-il en le lui tendant. « Il y a de très beaux dessins dedans. Continue de créer, Zuri. Ne laisse rien. » Il s'interrompit, la voix brisée. « Pas même moi t'empêcher de réaliser tes rêves. » Et puis, avant qu'elle puisse répondre, avant qu'elle puisse changer d'avis, Juno se retourna et se dirigea vers la Mercedes noire qui l'attendait au coin de la rue. Zuri se tenait sur le trottoir froid de janvier, serrant son carnet contre sa poitrine, regardant l'homme qu'elle aimait disparaître dans la nuit de Séoul. 3 semaines passèrent comme un brouillard. Zuri se plongea dans le travail et les études avec une intensité presque destructrice, comme si le fait de rester occupé pouvait faire disparaître la douleur. En vain. Les rumeurs concernant sa relation avec Juno finirent par s'estomper, remplacées par de nouveaux scandales et ragots. Mais pour Zuri, chaque jour lui rappelait ce qu'elle avait perdu. En juin, elle a découvert par le biais d'articles de presse qu'il avait été envoyé aux États-Unis pour superviser une nouvelle division de l'entreprise. Pour votre propre bien, c'est ce que disaient les gros titres. Il faut du temps et de la distance pour guérir le cœur brisé du prince. Un matin de fin janvier, alors que Zuri préparait du café au travail, Madame Anne l'appela avec une expression étrange. « Il y a quelqu'un ici pour toi, dit-elle, et ce n'est pas le prince. » Oh. Eh bien, allez-y et voyez par vous-même. Le cœur battant la chamade, Zuri quitta la cuisine. Mais ce n'était pas June qui se trouvait dans le café. C'était une femme élégante d'une 60aine d'années, vêtue d'un manteau de laine beige et d'un foulard Hermès. « Madame Okonkwo », dit la femme dans un anglais doux. « Je m'appelle Lee Ji-won, je suis la mère de Junho. » Zuri se figea, la matriarche de la famille Lee. La femme qui, d'après les articles, s'était farouchement opposée à cette relation. « Puis-je vous accorder quelques minutes ?» demanda-t-elle doucement. Elles s'assirent à une table dans un coin. Madame Lee commanda un café américain et attendit que Zuri s'assoie en face d'elle avant de prendre la parole. « Vous devez vous demander pourquoi je suis ici, » commença-t-elle, « surtout après tout ce qui s'est passé. »« Je croyais que tu me détestais, » dit Zuri sincèrement. À sa grande surprise, Madame Lee sourit tristement. « J'avais peur, » corrigea-t-elle. « Il y a une différence. Peur du jugement de la société, de ce qui arriverait à notre famille, à notre entreprise, mais surtout, peur de ce qui vous arriverait. » Elle fit une pause, remuant son café. « Moi aussi, j'ai été jeune, mademoiselle Okonkwo. Je suis tombée amoureuse d'un homme que ma famille désapprouvait. » dit-elle en jetant un coup d'œil à sa main gauche où brillait une simple alliance. Il s'appelait Lee Dong-wook, mon mari. Il était pauvre à l'époque, un étudiant brillant, plein d'ambition. Ma famille disait qu'il n'était pas assez bien, que je devais épouser quelqu'un de notre milieu. Zuri écouta, surprise. « Mais j'ai choisi de l'aimer malgré tout, » a poursuivi Madame Lee. « Et ce fut la meilleure décision de ma vie, mais aussi la plus difficile. J'ai perdu des amis, j'ai été rejeté par une partie de ma famille. J'ai dû affronter des années de jugement. Et ça a marché parce que nous avons tous les deux choisi de nous battre, ensemble. » Elle croisa le regard de Zuri, droit dans les yeux. « Vous avez abandonné, Madame Okonkwo, et je comprends pourquoi. Mais mon fils, lui, n'a pas renoncé à vous. Il est à San Francisco maintenant.
mais il refuse de rencontrer les femmes que nous lui avons présentées. Il travaille 16 heures par jour. Elle marqua une pause significative, le même nombre d'heures que Zuri travaillait, comme s'il cherchait à se punir. Et tous les soirs, il m'appelle pour prendre de vos nouvelles. Les larmes brûlaient les yeux de Zuri. Est-ce qu'il te pose des questions sur moi? Tous les soirs, a confirmé Madame Lee. Et je n'avais aucune réponse, jusqu'à ce que je décide de venir ici en personne. Elle a posé quelque chose sur la table. Un billet d'avion. San Francisco, départ demain soir. Mon équipe s'est déjà occupée de votre visa. Votre employeur ici a été indemnisé pour une année complète de travail. Votre université a été informée de votre séjour d'études à l'étranger. Zuri fixa le passage, peinant à le comprendre. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que, dit doucement Madame Lee, j'ai compris que l'amour ne devrait pas concerner des mondes séparés. Il devrait s'agir de construire un nouveau monde ensemble. Et mon fils vous a choisi. La question est, le choisirez-vous en retour? Zuri attrapa le billet d'une main tremblante. Et votre mari? Le président? Madame Lee sourit, et il y avait quelque chose d'incisif dans ce sourire. Il apprendra que je prends aussi des décisions dans la famille Lee, et si cela lui pose problème, dit-elle en se levant et en lissant sa jupe, il peut toujours me contredire. Mais entre nous, je crois qu'il espérait que quelqu'un aurait le courage de le défier. Les hommes puissants respectent la force, Madame Okonkwo, et vous en avez tous les deux à revendre. Cette nuit-là, Zuri appela sa mère à Lagos. Il était 3 heures du matin là-bas, mais sa mère répondit à la deuxième sonnerie. « Zuri, ça va ?»« Maman, » dit Zuri, les larmes coulant à flot. « J'ai rencontré quelqu'un, et c'est compliqué, très compliqué. Mais je crois que je l'aime. » Sa mère resta silencieuse un instant, puis sa voix se fit entendre, douce et sage. « Ma fille, l'amour a toujours été compliqué. S'il était facile, il ne vaudrait pas la peine de se battre. La question n'est pas de savoir s'il est compliqué, mais plutôt s'il te donne envie de devenir une meilleure personne. » Zuri repensa à Juno, à sa façon de croire en ses rêves, à la façon dont il la mettait au défi, à la façon dont il la voyait vraiment. « Oui, murmura-t-elle, il l'est. »« Alors vas-y, poursuis-le, » dit simplement sa mère. « Et ne laisse ni la peur ni l'orgueil t'arrêter. Chez les Okonkwo, on n'a pas été élevé pour renoncer à ce qui compte vraiment. » L'aéroport de San Francisco était chaotique et effrayant, un contraste saisissant avec celui de Séoul. Zuri quitta la zone des arrivées avec pour seul bagage un sac à dos, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Madame Lee lui avait envoyé une adresse, un appartement à Pacific Heights où Juno logeait temporairement. Mais Zuri ne s'y rendit pas immédiatement. Elle avait d'abord quelque chose à faire. Elle a passé 3 jours à explorer la ville, à visiter des magasins de tissus, des galeries d'art, à s'imprégner de l'énergie créative de San Francisco, puis, dans un petit studio loué pour 1 heure, elle a enfin terminé le projet qu'elle avait commencé des mois auparavant à Séoul. La robe, fusion parfaite de hanbok coréen et d'ankara nigériane, était achevée. Mais elle y avait ajouté un détail nouveau, de délicates broderies en anglais, en coréen et en igbo, les 3 langues qui avaient marqué son histoire avec Junho, formant un motif racontant la rencontre de 2 mondes. Le 4e soir, elle prit enfin un taxi pour se rendre à l'adresse indiquée à Pacific Heights. L'immeuble était bien sûr d'une beauté extravagante, l'une des résidences les plus chères de la ville. Mais lorsque Zuri a sonné à la porte de l'appartement de Juno, ses mains étaient étonnamment stables. La porte s'ouvrit et il était là. Juno avait l'air épuisé, des cernes profondes sous les yeux, les cheveux en bataille, vêtu seulement d'un t-shirt et d'un jean. Mais dès que leurs regards se croisèrent, il se figea complètement. « Zuri » murmura-t-il comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Salut » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je suis venu te reprendre. » June resta immobile un long moment. Puis sa voix se brisa sous le coup de l'émotion. « Je croyais que vous aviez renoncé à nous. » « Oui, je l'étais, » admit Zuri, « parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur de gâcher ta vie, peur que le monde ait raison quand il disait que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. » Elle fit un pas en avant. « Mais ta mère m'a dit quelque chose. Elle a dit que l'amour, ce n'est pas vivre dans des mondes séparés. C'est construire un nouveau monde ensemble. Et je veux construire ce monde avec toi, Juno.
si tu m'aimes encore. Juno franchit la distance qui les séparait en deux grandes enjambées, la serrant si fort dans ses bras qu'elle pouvait à peine respirer. « Est-ce que je te désire encore ?» dit-il en riant contre ses cheveux, un rire mêlé de sanglots. « Zuri, je ne t'ai jamais oublié. J'attendais juste que tu comprennes que tu es assez forte pour affronter n'importe quoi, y compris ça. » Il l'entraîna dans l'appartement, et Zuri remarqua quelque chose d'étrange. Les murs étaient couverts de photos, non pas de paysages ou d'art abstrait, mais de son travail. Des photos de sa robe, de ses croquis, de chaque petit dessin qu'elle avait créé. Toi, elle pouvait à peine parler. « J'ai tout emporté avec moi », expliqua Juno. « Parce que c'était comme avoir une partie de toi ici, et parce que j'avais besoin de me rappeler chaque jour ce pourquoi je me battais. » Zuri se tourna vers lui, les larmes ruisselant sur son visage. « Juin va être difficile. Les gens vont encore me juger. Ta famille ne m'acceptera peut-être jamais complètement, et je dois continuer à travailler et à me battre pour chaque opportunité. Je sais, dit-il en essuyant ses larmes, et je ne vais pas prétendre que ce sera facile. Mais Zuri, ce soir-là dans le métro, quand tu t'es endormi sur mon épaule, j'ai ressenti quelque chose d'inédit. Je me suis senti chez moi. J'ai passé toute ma vie dans des palais et des appartements de luxe, mais je ne m'étais jamais senti chez moi avant de te rencontrer. » Il prit son visage entre ses mains. « Alors oui, ça va être difficile, mais je choisis la difficulté avec toi plutôt que la facilité sans toi. Chaque jour, pour toujours. » Et lorsqu'ils se sont embrassés, là, dans cet appartement de San Francisco, avec le Golden Gate Bridge qui scintillait au loin par la fenêtre, ce n'était pas comme un conte de fées, c'était mieux, c'était réel. Car les contes de fées ne parlent pas de labeur acharné, ni de nuits blanches, ni d'épreuves cruelles, ni de moments de doute. Ils ne parlent pas de princes qui apprennent à être humains, ni d'élèves qui découvrent une force insoupçonnée. Mais cette histoire est éloquente, et elle ne se termine pas par un « ils vécurent heureux pour toujours », mais par quelque chose de bien plus puissant, le choix d'aimer, chaque jour, malgré tout. 6 mois plus tard, Zuri inaugurait sa première exposition dans une galerie de San Francisco, accompagnée de Junho. La robe, fusion parfaite de 2 univers, ferait la une de Vogue Corée. Et leur histoire, loin d'être un scandale, deviendrait le symbole que l'amour ne connaît pas de frontières. Mais tout cela viendrait plus tard. À cet instant précis, cette nuit-là à Pacific Heights, une seule chose comptait, 2 mondes qui avaient choisi, contre toute attente, de ne faire qu'un.